Bonjour tout le monde. Hey, si vous voulez me coincer sur des chiffres, aujourd'hui, ça va être la bonne journée. Les dossiers sont extraordinairement complexes, mais ce n'est pas sur ça que je vais aller. Il y a un enjeu qui est un enjeu d'État au sens le plus important à souligner du terme, qui est quand même le comité des parlementaires sur la sécurité et le renseignement, qui a déposé hier un rapport en politique partisane, on dirait dévastateur, mais bon, dans une perspective d'État qui est grave, extraordinairement préoccupant, faisant essentiellement de l'appareil démocratique et parlementaire canadien une espèce de bar ouvert à influence étrangère, éminemment dangereux pour notre démocratie et aussi pour notre sécurité. Il y a quelques éléments que je veux souligner. D'abord, le comité en question a été créé en 2017 parce que déjà, et même avant 2017, il y avait des préoccupations sur la sécurité nationale. Ce que les libéraux ont fait, ça a été de le rendre transpartisan, avec évidemment des accréditations de sécurité qui permettaient un travail de fond avec un accès à des informations plus particulières. Mais ce qu'on découvre dans le rapport qui a été déposé hier, c'est qu'il y aurait, on ne peut pas dire il y a parce qu'on n'a pas les noms, mais il y aurait dans le Parlement canadien actuel des élus qui se lèvent et qui votent, des élus qui interviennent en comité parlementaire, des élus qui influencent la politique canadienne, incluant la politique de sécurité canadienne, qui seraient sous influence étrangère parce qu'ils sont des idiots utiles ou parce qu'en toute connaissance de cause, selon le rapport, ils auraient eux-mêmes approché, sollicité ou développé une proximité avec des agents étrangers actifs directement ou indirectement sur le territoire canadien. C'est très grave. Il y a possiblement des élus du Parlement canadien qui sont sous influence étrangère. La loi étant ce qu'elle est, on ne peut pas aujourd'hui dire « voici le nom de ces personnes-là ». Va faire ça. La loi ne le permet pas. Le Service canadien de renseignement de sécurité et la GRC, présume-t-on, enquêtent et développent davantage des enquêtes. Il y a deux choses qu'on peut faire, toutefois, devant la révélation du rapport. Puis je veux revenir sur certains éléments. La complexité de la circulation de l'information est quand même assez frappante. L'inefficacité grave du système actuel est aussi quelque chose à soulever. Le fait que l'information a été transmise au cabinet du premier ministre et qu'il l'a, en toute connaissance de cause, ignoré, allant jusqu'à dire qu'il ne les lisait pas, les documents qui lui étaient présentés. C'est grave en termes de sécurité nationale et on le constate avec ce rapport-là qui est un peu la synthèse de tout ce qu'on dit, suppose ou entend depuis un certain nombre de mois déjà. Il y a un enjeu d'imputabilité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut renforcer la loi. C'est le sens de C-70 qui est présentement à l'étude, qui est quand même passablement fragile et vulnérable. Beaucoup d'éléments doivent être améliorés dans cette loi-là. Un deuxième élément qui me semble important, c'est que le premier ministre et le cabinet du premier ministre, plutôt que d'ignorer l'information qui lui est présentée, plutôt que d'être dans le déni et ralentir ainsi l'exercice et le travail des agences de renseignement, doit au contraire leur mettre la bride sur le cou et dire accélérer le processus, parce qu'à défaut de pouvoir nommer et pointer de possibles élus sous influence dans le Parlement, il faut accélérer le processus légal par lequel les institutions qui ont ça comme mandat vont pouvoir le faire. Et la troisième chose qui peut être immédiate, moi, évidemment, vous comprendrez que je vais le faire demain, chaque caucus doit dire à ses députés, s'il y a quelqu'un parmi vous, de façon consciente, naïve, avec le recul, qui pense qu'il a peut-être été l'objet de conversations qu'il n'aurait peut-être pas dû avoir, de tentatives d'influence étrangère, de sollicitations, de propositions de cadeaux, quoi que ce soit qui serait suspect avec le recul, sachant ce que l'on sait maintenant, je vous invite à venir me voir, puis on va regarder de quoi il s'agit. Et j'invite évidemment tous les partis du Parlement, là, les conservateurs, les libéraux, le NPD, à faire l'exercice de conscience en caucus. Parce que la seule façon aujourd'hui d'identifier les possibles élus sous influence, c'est qu'ils le fassent eux-mêmes ou elles-mêmes. À ce stade-ci, la loi ne nous donne pas
d'autres portées. On a envisagé différents scénarios. La loi a des limites. On peut juste l'accélérer, demander à des gens de dire « Ouais, je me suis peut-être mis le pied dans la bouche, mais au moins avancer, faire quelque chose et arrêter d'être dans le déni, une démocratie du G7 et peut-être en toute petite partie, mais ce sera toujours trop, sous influence étrangère. » En l'absence d'une enquête policière, est-ce que vous avez l'impression que les caucus conservateurs et libéraux, pour nommer que ceux-là, prennent ça au sérieux? Je suis convaincu qu'il n'y a aucun parti politique dans le Parlement qui voudrait s'exposer à ce que ce soit ultimement et seulement les autorités policières qui désignent de possibles députés sous influence. Parce que si ça donne l'impression, si quelqu'un dans l'opinion publique finissait par avoir l'impression qu'un parti politique a protégé quelqu'un en toute connaissance de cause, le prix politique à payer serait absolument monstrueux. Ça. Il y a des ministres au sein du gouvernement présentement qui ont la cote de sécurité secrète, qui ont vu le rapport non caviardé, qui connaissent les noms que vous-même avez dit on ne peut pas nommer. Sachant ça et voyant qu'il n'y a pas eu d'action, parce que personne n'a été exclu du caucus depuis la diffusion de ce rapport-là au bureau du premier ministre au mois de mars, sachant ça, avez-vous l'impression qu'ils prennent ça au sérieux, oui ou non? Je suis convaincu qu'ils prennent ça au sérieux. Je suis convaincu qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas le droit de nommer ces gens-là. Ils n'ont pas le droit de dire de qui il s'agit. Ils n'ont pas le droit de les désigner. Est-ce qu'il peut y avoir une tentation de croiser quelqu'un dans le corridor et de dire « Hey, tu devrais venir nous parler » ? Je ne me mettrai pas à leur place là-dessus. Comme je vous dis, s'il fallait que quelqu'un dans mon caucus soit identifié comme étant naïvement ou sciemment un collaborateur d'une puissance étrangère, il passerait un sacré mauvais quart d'heure dans mon bureau, puis un sacré mauvais quart d'heure pas longtemps après dans le caucus, si cette personne-là ne vient pas me le dire directement. Mais vous comprendrez que les groupes d'influence les plus dangereux dans le Bloc québécois, c'est le Rassemblement pour un pays souverain là, au Québec. Là, on n'est pas une cible d'agents étrangers, James Bond n'est pas sur mon payroll. Donc, je ne pense pas qu'on soit les principaux ciblés. Mais personne n'est à l'abri de rien. Et moi, pour ma part, je prends cet enjeu-là extrêmement au sérieux, puis vous seriez surpris de voir jusqu'à quel point, depuis des mois, je me renseigne de toutes les façons possibles sur les enjeux relatifs aux ingérences chinoises et étrangères. J'ai été très impliqué dans les négociations l'été passé avec Dominique Leblanc, parce que c'est un enjeu majeur à prendre au sérieux, alors que le gouvernement de M. Trudeau a traité ça avec une insouciance irresponsable. Devrait-il prendre des mesures, le Parlement devrait-il prendre des mesures, un projet de loi, par exemple, pour pouvoir révéler le nom de ces personnes-là? Le Parlement, au sens institution, qui est sous l'autorité du président de la Chambre, n'a pas ce pouvoir. Ça, c'est clair. Et déposer une loi qui permettrait de révéler le nom de ces gens-là, peut-être qu'il y a une discussion à y avoir autour de ces 70. Je vous dirais ceci, c'est que si je vole une voiture, puis que quelqu'un entend dire que j'ai volé une voiture, mon nom va être dans le journal le lendemain matin, puis il n'y a personne qui va protéger mon anonymat. Donc, comme citoyen, ça me choque que quelqu'un puisse être sous influence indienne ou chinoise et voter dans le Parlement où moi-même j'ai été élu sans que je puisse savoir c'est qui. Ça me préoccupe beaucoup. Maintenant, on est au début de l'analyse juridique de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire et jusqu'à quel point une loi peut amener la désignation publique? Parce qu'il faut prendre en compte que la désignation publique pourrait nuire à l'enquête des services de renseignement. In an ideal world, you would like these parliamentarians to be named. It's just that you understand that the law doesn't allow that to happen right now. The law and the national security might not allow those people to be named as we speak. But of course, it does bother me very much that in the same parliament where I work, some people might be voluntarily or involuntarily under the influence of a foreign power. This is very important to me. What the government can do, however, is instead of making things slower and denying the reality, making things faster, acting fast, telling the RCMP and the to act rapidly. But the law
as it is presently, does not allow to identify or act precisely. I would propose to every caucus in the Parliament to ask their MPs to think seriously and say, have I been involved in some discussions? Have I received some gifts? Have I spent some time with people which were far too nice? And maybe I should report that to my own caucus so measures can be taken for the best interest of each party, the Parliament, and the whole country. What should be done with those reports if the answers to those questions are yes for any MP? I can only say that if we came to the conclusion that one member of my caucus would have been involved in such activities, he could not remain part of the caucus. That's clear. Sur McKinsey, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être trop de règles d'approvisionnement, qu'elles sont trop nombreuses ou complexes? Non, je pense qu'elles ne sont pas respectées. Ça ne pourrait pas être l'explication qui fait qu'elles ne sont pas respectées? Non, non, pas du tout. Il y a une volonté, il y a une proximité, il y a une promiscuité, il y a une intimité entre le gouvernement et McKinsey qui est totalement inacceptable, mais totalement inacceptable. Écoutez, on a tout un appareil ici, là. Non seulement on a un gouvernement qui a engagé 109 000 fonctionnaires puis qui se pète un déficit de 40 milliards de dollars, mais il est tellement pas capable de faire sa job que depuis 2011, donc avant même les libéraux, il y a eu 200 millions de dollars de contrats de donner à une firme dont 70 n'auraient pas dû lui être octroyés parce qu'elle n'était pas qualifiée pour les obtenir et que les contrats ont été modifiés après coup pour post-qualifier McKinsey. Et surtout lorsqu'on sait qu'il s'agit essentiellement d'une prise de contrôle idéologique du ministère de l'Immigration avec le fantasme de 100 millions de Canadiens, dont on voit chaque jour, l'Ontario le découvre ces jours-ci aussi, que le Canada ou le Québec ne sont pas capables de gérer un pareil afflux en réussissant minimalement l'accueil et l'intégration avec des accumulations de retard, des dossiers maltraités, des gens qui dorment dans la rue, des systèmes de santé dans le Québec et dans les provinces qui sont exsangues, des systèmes d'aide sociale qui sont... McKinsey est une catastrophe historique avec une forte signature libérale et une certaine signature conservatrice. Il faut mettre un terme à ça. Il faut resserrer les règles. Ça, c'est très clair. Sur le CRTC, il va y avoir des redevances ou en tout cas des contributions qui devront être versées jusqu'à 5 % des revenus aux entreprises. Ça va donner 200 millions de dollars peut-être aux... Ça n'a pas l'air mauvais. L'industrie culturelle a l'air d'être trop contente. Moi, la question que j'ai à vous poser, c'est ça va être divisé 60 % anglophones, 40 % francophones. Est-ce que c'est juste? C'est traditionnel. En fait, c'est une bonne nouvelle. L'appareil média canadien et québécois, l'appareil artistique canadien et québécois qui transite par la diffusion, souvent électronique, bien sûr, est exsangue pour des raisons qu'on connaît, piratage publicitaire, GAFAM et autres. Enfin, le CRTC dit 5 % des revenus vont être réservés dans un rapport 60-40, et j'y reviendrai, pour soutenir. Est-ce que ce sera suffisant? Non, mais c'est un morceau qui est nécessaire en attendant qu'on ait vraiment trouvé la solution sur comment gérer ça. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on doit saluer. Insuffisant peut-être pour le grand portrait, mais c'est une bonne nouvelle. Et traditionnellement, à l'époque où j'étais moi-même producteur et quand j'étais président de la Disque, on avait toujours la revendication de 40-60. On nous dira, ce n'est pas le ratio des francophones au Canada. C'est exact, mais à la base, il y a une espèce de masse critique de mise en place d'une infrastructure de production ou de diffusion des contenus qui coûte à peu près la même affaire, quel que soit le nombre de personnes. Une fois que tu as cette machine-là existante, là, tu peux y aller davantage avec les ratios. Mais la mise en place d'un appareil francophone ne coûte pas 20 % de la mise en place d'un appareil anglophone. Donc, on a toujours joué 40-60. Parfois, ça a été mis en question. Que ce soit encore appliqué par le CRTC aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. En général, le fait qu'on ait maintenant cette obligation-là, vous
percevez ça Il y a un précédent de créer, vous savez, c'est très proche de ce qu'il y avait dans le programme du Bloc québécois, là. Il y a un précédent de créer, faisant en sorte que les entreprises qui exploitent commercialement des contenus sur le territoire canadien à partir des géants d'Internet devront payer une partie de leurs revenus pour soutenir l'appareil même qu'ils affaiblissent. C'est une bonne nouvelle. Bien, ça va permettre d'augmenter la diffusion, peut-être d'augmenter la découvrabilité pour la culture, mais aussi pour l'information, le nombre de fois où j'ai exprimé la détresse très réelle de l'information francophone dans les régions du Québec et plus dramatiquement encore dans les régions du Canada. Bien là, enfin, voici vraisemblablement un peu d'air. Si on peut rajouter quelques journalistes et un peu moins épuiser ceux qui le sont déjà sur le terrain, on va être dans une situation déjà améliorée. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne crois pas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? On était dû. Nous pouvons voir en anglais l'idée que le gouvernement fédéral n'a pas suivi ses propres règles pour des contrats d'une valeur de 200 millions de dollars. Quelle était votre réaction à cette histoire et à ce rapport par le vieillissement? Si vous me demandez si je suis surpris, la réponse sera non. Si je suis content du fait qu'il ait été clairement documenté et révélé, j'en suis content. Le gouvernement n'a pas respecté ses propres règles et a donné 70% de son contrat donné à McKinsey à une société sociale qui n'était pas censée recevoir ces contrats. Certaines questions doivent être posées car l'influence de McKinsey sur ce qu'il touche est généralement énorme. Donc maintenant, nous savons ce qu'il faut faire. Bien sûr, des règles doivent être établies, combattant, et je dirais aussi que puisque les libéraux et les conservateurs ont utilisé les services de McKinsey, ils doivent payer le prix. Les gens doivent le savoir. Merci Thomas. Merci.